Exact. Vous faites bien de nous regarder de partout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand magazine, La politique est dynamique, sur la radio et la télévision qui portent les mêmes noms. Vous le savez, c'est un grand magazine, une grande émission qui revient sur les grandes actualités de la semaine. Et la semaine est pleine d'actualités. C'est d'abord la validation de pouvoir à l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est également Ensemble pour la République qui a donné l'autorisation à ses élus de siéger, que ce soit à l'Assemblée nationale, mais également dans les assemblées provinciales. On va aborder ces importantes questions avec un invité majeur de taille, un acteur politique qui n'est plus à présenter dans le monde, ici, dans le monde congolais et dans le monde de politique congolais, pourquoi pas juriste ou deux avocats. Je reçois pour vous dans ce tout nouveau numéro de La politique est dynamique, Maître Hervé Diakessé, porte-parole de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Maître Hervé, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, le plaisir est mien et je suis honoré de pouvoir pour la première fois ici au Katanga être accueilli sur votre prestigieux plateau. Dynamique Télévision est honoré et son magazine. Vous voulez que l'on vous présente comme avocat ou acteur politique? Écoutez, tout ça fait partie de mon identité. Je suis avocat par ma profession et depuis quelque temps acteur politique, après avoir eu un long parcours militant dans la société civile, particulièrement dans la défense d'abord des droits humains et après dans le mouvement citoyen. Donc vous prenez l'aspect qui vous intéresse, je n'en fais pas un problème. Fils d'un grand politicien, vous vous sentez à l'aise dans cette casquette? Dans les casquettes de fils, on ne choisit pas. Je revendique effectivement l'héritage du parcours politique de mon père, d'abord parce que c'est quelque chose que j'ai eu à connaître très jeune, dans le sens où le parcours politique de Baba Kyungu est d'abord caractérisé par quelque chose dans l'histoire de ces pays qui est inouï, qui est même dangereux. C'est qu'il s'inscrit parmi les 13 parlementaires qui décident de braver la dictature du maréchal Mobutu, alors qu'elle est au plus fort de son règne. De son règne, mais surtout de sa capacité de répression et du soutien international. C'est cela quelque chose d'admirable. Je l'ai dit juste parce que, étant enfant, j'ai été contraint, du coup, à l'âge de 6 ans, à aller étudier à l'internat en province, parce que sinon, j'aurais été très rapidement relégué administrativement. Et à titre anecdotique, le premier mot politique que j'apprends dans mon vocabulaire, si vous voulez, c'est... un jour, je crois, dans une fête d'anniversaire des amis, et on est enfant, j'ai à peine 6 ans, je crois. On est en train de jouer, et puis, peut-être que j'étais un peu vif, hein, je ne sais pas, bon, on entend des adultes se parler entre eux. Ah, c'est le fils de Kyungu, l'opposant. L'opposant. Donc du coup, je rentre chez moi à la maison, je demande à ma mère, opposant, ça veut dire quoi? Déjà jeune, vous apprenez ce mot. C'est un peu violent? Oui, parce qu'à l'époque du maréchal Mobutu, l'opposition, ça n'existe pas. Donc elle est surprise, elle me dit, il ne faut jamais répéter ces noms, ces termes opposants. Mais bon, voilà, oui, je suis fier de mes racines, je suis fier de ma filiation, et en même temps, je me crée mon propre parcours aussi. Mais on n'oublie jamais ses racines. Et ce mot vous a accompagné, vous êtes opposant aujourd'hui. C'est vrai que si je me réfère à la manière dont mon père concevait la politique, et chaque fois que nous avons eu à échanger avec lui, c'est vrai que la science politique, c'est cet art de conquérir le pouvoir pour l'exercer. Mais je pense que Baba était
au-delà d'être un homme politique, c'était d'abord les défenseurs d'une cause. Donc il n'était pas dans les combines politiciennes pour rester au pouvoir à tout prix. Et ça, je crois, c'est ce qui est rare dans la vie politique aujourd'hui. Nous avons davantage des commissionnaires du pouvoir, des gens qui veulent l'apparence du pouvoir, des gens qui veulent être dans les institutions à tout prix. Au lieu d'avoir des gens qui sont derrière. Tricherie, au prix de la trahison, ils peuvent changer des camps à tout moment. L'essentiel, c'est qu'on puisse toujours les voir, qu'on l'appelle honorable tricheur, excellence fraudeur de la machine à voter. Des gens comme Baba, c'était des hommes de pouvoir, mais le pouvoir au sens où il portait une cause d'une communauté. C'est ce qui fait que Baba pouvait être en fonction et s'élever, vous laissez cette fonction. Écoutez, être commissaire du peuple sous Mobutu, ce n'est pas rien. C'est avoir les avantages de la fonction, parce qu'à l'époque, je sais qu'ils roulaient en Mercedes, ils étaient des grands cadres du MPR. Donc, décider de renoncer à tout ça, il m'a dit à l'époque, quand on leur posait des questions, notamment il y avait, je crois, un doyen des députés katangais qui lui disait, mais Gabi, tu viens à peine d'entrer il y a 6 mois, tu as le temps de te faire de l'argent, tu as le temps de vivre. Comment tu commences déjà à attaquer Mobutu? Ce type est en train de pendre des gens. Et tu as encore des enfants, vous voyez? Donc je veux dire par là, sans trop m'éterniser sur la question, c'est que l'engagement politique des gens comme Baba, ce n'était pas juste pour être dans des fonctions. La fonction politique est importante dans le sens où vous transformez en acte et avec les pouvoirs de l'État les idées que vous portez. La vision que vous portez. Voilà, la vision. Et une cause que vous portez. Baba portait la cause katangaise, chevillée au corps. Mais il était prêt à claquer la porte du pouvoir si c'était pour servir de traître ou de passe-droit ou de prétexte à la prédation ou à la manipulation de ceux qu'il était censé défendre. Baba renonçait à la présidence des assemblées provinciales et ce n'était pas rien. Vous voyez? Alors, maître, pourquoi ensemble et non une AFEC? Vous comprenez l'essence de ma question. Bon, je pense qu'il y a eu un parcours. J'ai été acteur de la société civile tout en étant au fait de toutes les activités de mon père. Moi, comme mes autres frères qui étaient aussi dans les partis de Baba. Il ne m'empêchait pas de choisir ma voie. Et moi aussi, je suivais pas à pas ce que Baba faisait. Je veux peut-être vous faire étonner. C'est que quand Baba veut créer l'UNAFEC, je suis avec lui à Kinshasa parce qu'ils sont dans des démarches avec Feu les bâtonniers Honorius Kisimbangoy. La formule initiale, c'est pas UNAFEC, c'est UFEC. Et après, il me dit, parce qu'ils sont dans des démarches, il me dit, on est sous Musée, hein? Musée libéralise un peu les partis. Il dit, bon, on va ajouter Na comme nationaliste, parce que avec nos amis ici, chaque fois qu'on dit fédéraliste, ils attendent sécession. Donc il faut ajouter quelque chose de nationaliste. Voilà, etc. Donc pour vous dire, ce qui est important, c'est d'être à côté des Baba. Ce n'est pas forcément de savoir sous quel label il présidait un groupe politique. Il y a eu aussi l'UFERI. Il y a eu même avant l'UFERI, il y avait le FENADEC. Donc il y a eu plusieurs parcours. Mais il y a toujours eu Kiongo. Il y a toujours eu Baba. Ça, c'est ce qui est important. Alors, les labels, ce n'est qu'un moyen, un locomotive. Vous n'allez pas me dire... pourquoi vous n'entrez pas dans telle voiture où est votre père plutôt que dans d'autres? Ce qui est important, est-ce que vous marchez ou pas avec lui? Alors, je ne vais pas poser la question pourquoi vous avez choisi Moïse Katumbi, mais pourquoi vous avez choisi de défendre les valeurs qu'incarnent ensemble? Vous aussi me demandez pourquoi j'ai choisi Moïse Katumbi. Ça ne me dérange aucunement. Nul n'ignore les rapports que Baba entretenait avec Moïse Katumbi. C'était des rapports de fraternité, de complicité.
Écoutez, je vais peut-être vous faire cette anecdote. La première fois, quand j'entends parler de Moïse Katumbi, moi je suis coordonnateur de la commission électorale indépendante, la Bemalumalu. Donc on est lors des premières élections De 2006. de 2006, parce que nous revenons de Sun City. Moi, je suis dans la composante société civile, Baba est dans la composante opposition politique non armée. Hein. Donc nous nous croisons à Sun City, mais chacun dans sa filière. Et après, il y a ce qu'on appelait les partages des responsabilités. Et donc, au niveau de toutes les provinces, il faut qu'il y ait un numéro 1 qui soit de la société civile, et les autres émanant des composantes et entités, MLC, gouvernement, RCDKML, RCDN, que sais-je encore. Donc voilà un peu globalement comme ça que nous nous retrouvons. Et opposition politique, effectivement. Et j'entends parler, nous savions que Baba pouvait rempiler à la tête de la province, encore le Grand Katanga. On dit, mais il y a un Moïse là-bas, au Katanga, qui est en train un peu populaire de contrebalancer la popularité des Baba. Je suis surpris parce que est-ce qu'il peut oser contrebalancer la popularité des Baba au Katanga et à Lubumbashi? Et donc j'entends parler d'un Moïse, etc. Et puis après, j'apprends qu'ils ont fait une paix des braves extraordinaire. Baba préside l'Assemblée nationale, Moïse Katumbi prend la tête de la province au niveau de l'Assemblée, et il se passe une osmose extraordinaire entre les deux. Donc chaque fois que j'entends papa recevoir un appel de Moïse, c'est Président, Chairman, comment ça va? C'est vraiment une grande amitié. Alors, je l'ai dit juste parce que cette époque, quand j'entends parler de Moïse Katumbi, c'était plutôt comme l'adversaire de Baba. Et après, je suis surpris qu'ils soient parvenus, parce que c'était deux partis différents. Moïse Katumbi peut perdre, Baba une affaire. Mais tous au sein de la majorité présidentielle, mais avec la grande particularité de la politique du Katanga. Mais la première chose, les deux me surprennent très positivement. Ils transforment ce qu'on attendait à une sorte d'adversité, de combat des titans, en une fraternité, une osmose, je crois, qui a même surpris ceux qui, partout, depuis Kinshasa, voulaient tirer les ficelles pour créer les... Soi-disant certains prophètes de Baal. Exactement. Et donc, c'était deux générations qui s'étendaient la main et qui voulaient la dignité, la grandeur du Katangais et l'essor du Katanga. Je rencontre encore Moïse Katumbi avec Baba lorsque nous préparons Janval. La réconciliation entre Étienne Tshisekedi et Baba Kyungu est une des conditions nécessaires pour unir l'opposition. Et je vois le rôle important que Moïse Katumbi joue pour préparer l'esprit des Baba à accepter cette possibilité de serrer la main à l'adversaire d'hier et malgré tout ce qu'il pourra se dire pour voir comment continuer les combats. Je résume cet aspect pour vous dire à fait les choix que je vais faire. Il faut comprendre les contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Il y a un régime ici qui arrive à sa fin et contre lesquels notamment on est en opposition. C'est le régime de l'ancien président Joseph Kabila. C'est un Katangais. Et on a l'un des grands opposants qui est en exil, c'est Moïse Katumbi. C'est un Katangais. Nous avons aussi un grand leader du peuple katangais qui soutient la cause de Moïse Katumbi, Baba Kyung. C'est un Katangais. Donc dans cette affaire, les Katanga a tout à perdre. Il faut comprendre ce contexte. Et c'est presque une guerre civile katangaise, hein, façon de parler. Hein. Mais c'est vraiment dans cette affaire, même les familles se disloquent hein, pour opérer des choix. Et tout à coup, il faut se mettre sous l'autorité dans l'opposition d'Étienne Tshisekedi. Et tout le monde connaît les passifs qu'il y a entre les Katangais et les Kassaïens d'une part, du fait du leadership d'Étienne Tshisekedi à une époque donnée. Comment ça va s'interpréter ici? Baba, il a travaillé avec Étienne Tshisekedi,
Il y a eu des bons moments et il y en a eu des très mauvais aussi. Rentrer, lui serrer la main, est-ce que c'est capituler? Est-ce que se renoncer à l'identité katangaise? Est-ce que c'est trahir un Katangais, Joseph Kabila, pour se mettre sous la coupe d'Étienne Tshisekedi sans être sûr qu'il tiendra parole? Est-ce que politiquement les Katangas en sortent... On va comprendre facilement. Non seulement, mais est-ce qu'il en sort gagnant? Gagnant. Ils ont déjà un président de la République. Ils ont peut-être la possibilité de déverrouiller la Constitution. Comme aujourd'hui, on a vu des gens tricher tranquillement, alors qu'ils ont perdu. On va en arriver. Oui, mais c'est... Et au moins, on fait les parallèles. Donc, vous comprenez, en ce moment-là, c'est là où vous rencontrez qui sont les grands hommes. C'est là où vous réalisez qui sont les grands hommes. Leur intérêt matériel et immédiat est plus facile, c'est de soutenir un Katangais, changer la Constitution et avancer. Ils se disent non, on voit une cause beaucoup plus nationale, l'intérêt de tous. Moïse Katumbi dit, nous reculons, nous ils sont Tshisekedi, Baba, vous les soutenez, parce que ces combats concernent l'alternance, le respect de la Constitution, le respect de la souveraineté du peuple, ce que beaucoup ne respectent pas aujourd'hui. Donc je vois qu'à cette époque, c'était quelque chose d'important. Et là, j'ai admiré Moïse Katumbi. Écoutez, il existe très peu d'êtres humains sur Terre, surtout à cette époque, capables d'affronter Baba, de le suivre jusque dans ses derniers retranchements et de l'amener à changer d'avis dans une situation pareille. Ils existent très peu. Et je ne pense même pas qu'en dehors de Moïse Katumbi, quelqu'un aurait pu. Vous voyez? Et donc, il y a cette réconciliation. C'est moi qui prends la photo de la poignée demain. Il y a des choses que Baba dit à Moïse Katumbi. Il le sait, il vous le dira en temps utile. On a fait quelques vidéos là-dessus. Mais Baba lui avait dit, j'y vais, je te soutiens, tu insistes. Je vais appeler mes congénères, notamment Feu Papa Mwando Tsimba, l'honorable José Ndundo, Pierre Lumbi, hein, c'était les seniors du G7. Mais fais gaffe, là je cite Baba, il dit petit... il appelait affectueusement comme ça dans des situations urgentes, qu'un jour ces gens ne puissent pas te cracher dessus. Voyez-vous, c'était quasiment prophétique. Donc voilà. Donc je rencontre Moïse Katumbi sur ces entrées fêtes. C'est quelqu'un qui collabore étroitement avec mon père. Ils ont des rapports très étroits. Moi, je suis le fils des Baba, donc je regarde ça avec une distance respectueuse. Néanmoins, Moïse Katumbi est quelqu'un d'un abord facile. Hein. Il sait vous mettre à l'aise dans tous les sens et tout. Donc j'ai gardé un excellent souvenir de lui. Et donc plus tard, effectivement, lorsque le moment sera venu pour moi de faire les choix, il va se passer deux choses. La première, Baba est déjà décédé. Lui n'a fait que dans une situation de dislocation terrible. Nous nous retrouvons entre des apprentis sorciers qui préfèrent un alignement aplatissant. On a des gens qui veulent faire main basse sur le combat politique de Baba. En fait, ils veulent surtout récupérer les fruits. Mais ils ne savent pas que le fruit n'a du sens que si la racine est encore attachée au plus profond du sol. Donc je me retrouve encore en étant de la société civile et je vois des jeunes de l'UNAFEC qui sont fusillés vers le canal du lac Naviundo, vous vous rappelez. Je suis le seul à lancer un cri d'indignation depuis Kinshasa. Je vois la hiérarchie de l'UNAFEC totalement mièvre, d'une lâcheté inouïe, qui regarde ailleurs. Donc c'est des choses qui m'indignent, vous comprenez ça, ça ne pouvait plus m'inciter à venir à l'UNAFEC. Ce n'était pas dans leur intérêt. Ils avaient choisi le chemin de l'aplatissement. Et moi, je suis le fils de l'éléphant. Je ne peux pas accepter une telle situation. Donc du coup, je suis allé vers quelqu'un dont je respectais la vision, dont je respectais le courage et la force tranquille, et qui surtout m'a fait confiance, et qui m'a demandé de venir porter la parole de son parti.
D'accord, on comprend. On va rentrer maintenant dans ces importantes questions d'actualité. Les élections en République démocratique du Congo, les élections au travers desquelles nous avons aujourd'hui un Parlement, nous avons des députés dans les assemblées provinciales, même si jusque-là ces élus sont des élus provisoires selon la Commission électorale nationale indépendante, et nous attendons la décision de la justice RD congolaise à travers la Cour constitutionnelle. Maître Hervé Diakessé, les élections auxquelles vous avez pris part, vous le qualifiez quand même de chaotique puisque vous n'avez pas gagné. Non, du tout. Nous les qualifions de chaotiques par rapport aux standards internationaux qui organisent les élections. Nous les qualifions de chaotiques parce que ce ne sont pas les premières qui ont lieu dans ces pays. Nous en avons eu déjà 3 avant. Donc nous avons aujourd'hui un référentiel pour apprécier si ce qui a eu lieu constitue des élections. Nous les qualifions de chaotiques au regard de la loi qui régit ces élections. Et nous les qualifions de chaotiques au regard des témoignages émanant des observateurs crédibles qui ont vu cette farce qui n'avait pour but, un seul but, de permettre un coup d'État électoral au président Félix Tshisekedi pour qu'il reste en fonction avec ses amis. Donc, et si vous êtes sorti vainqueur de ces élections? Nous sommes sortis vainqueurs de ces élections. Mais ce n'est pas ce que dit la CENI. Mais évidemment, ce n'est pas ce que dit la justice congolaise. Attendez, vous appelez une CENI une organisation qui distribue les instruments de vote, les dispositifs électroniques de vote à tous les partisans du camp Tshisekedi. Et vous attendez d'elle qu'elle vous dise la vérité. Vous appelez CENI une structure qui rend public les résultats des présidentielles sans être passé par la compilation, en violation de l'article 70 de la loi électorale, qui l'oblige à procéder à la compilation. Vous savez, la compilation, c'est quoi? C'est agréger tous les résultats issus de tous les bureaux de vote et de les rassembler sur un site, de s'assurer d'abord de leur traçabilité, de leur validité, de leur crédibilité, et éventuellement de purger les contestations qui a eu lieu dans le centre bureau de vote. Vous vous basez sur les déclarations de la SANCO ou de vos propres observations, mais maître? Non, mais la SANCO l'a dit, la Fondation Carter l'a dit, d'autres observateurs, mais les citoyens congolais... Cette même fondation qui s'est pliée aux élections de la Commission électorale. Les citoyens congolais l'ont dit, les vidéos qui ont circulé l'ont dit, Denis Kadima l'a dit en publiant une liste de 80 détenteurs de la machine à voter et vous promettant jusqu'aujourd'hui d'en publier une autre qu'il ne fera jamais. Donc nous ne sommes pas en train de procéder à des fantasmes. Nous sommes en train d'alléguer des éléments factuellement vérifiables. Et je sais que vous êtes un journaliste de talent. Je sais que vous avez circulé dans les centres et les bureaux de vote. C'est pas à vous que je vais dire que les élections ne se tiennent qu'en une journée. On regarde l'article 52 de la loi électorale. Et qu'elles ont été prolongées indûment, 7 jours plus tard, laissant les machines hors portée de la surveillance des témoins et des électeurs. C'est pas à vous que je veux dire que eux-mêmes, les membres de la grande famille politique de Félix Tshisekedi, s'entre-dénoncent sur la question de la machine à voter. Ils ne dénoncent pas la tricherie. Ils dénoncent le fait de ne pas en avoir été bénéficiaire. C'est cette engeance d'excellents fraudeurs et d'honorables tricheurs qui, aujourd'hui, est partie. Alors vous voulez nous dire, si nous avions gagné, nous avions gagné. Ils ont eu peur de la raclée électorale qu'ils ont reçue et ils ont bourré les urnes. Et on a pris acte. Donc c'est ça une réalité historique. Donc sur cela, nous n'allons jamais en démordre. Parce que c'est une réalité. Après, vous me dites, mais malgré ça, pourquoi vous allez? C'est pas du jouer au Fayolo. Dire que j'ai gagné, mais vous n'êtes pas président. Non. Vous n'avez pas la majorité. Deux choses l'une. Vous savez, dans la Bible, il y a cet épisode dans Un roi où il y a 2 femmes qui se réveillent le matin avec un seul bébé et qui vont chez le roi Salomon. Chacune revendiquant ce bébé. Ça, écoutez, pendant la nuit, celle-là, en fait, son bébé est mort, elle a récupéré mon enfant. Elle prétend que c'est le sien. Ok. Chacune des deux dit la même chose. Que fait le roi? C'est comme ça qu'on parle du jugement du roi Salomon. On prend un sabre, on découpe en 2, on vous le donne. Mais la vraie mère, elle est émue dans ses entrailles, elle dit non. Je préfère encore que mon enfant aille chez une étrangère, mais qu'il soit en vie.
Et Salomon a identifié. Nous pouvions agir par orgueil, par colère, et elle est légitime. Et mettre ces pays à feu et à sang. Mais à quel but? Dans quelle intention? Ça nous aura amené quoi? Nous avons agi en responsable. D'abord parce que Moïse Katumbi est un homme qui n'est pas un homme décent. C'est un chrétien épris de justice et de paix. Et c'est parce que c'est un responsable. Il n'a pas la boulimie du pouvoir pour la prédation et braquer les caisses de l'État. Il sait laisser les temps au temps. Nous aurions pu décider de lancer les gens dans la rue pour qu'ils se fassent tuer et qu'ils s'énervent et qu'ils brûlent tout. Comme on commence à voir ceux qui envoient les gens dans les ambassades pour les manipuler. On aurait pu le faire. Donc ça dit, on n'a que ces pays. On n'a que ces pays, ces Congos-là. Nous préférons encore le voir entre les mains indignes, des mains des tricheurs et des fraudeurs, plutôt que d'ajouter de la crise, de la misère, de meurtre, juste pour des ambitions politiques. Parce que nous savons comment tout ça va finir. Ça, c'est une attitude de responsabilité. Parce qu'elle est plus dure. Il fallait d'abord réfréner la rancœur et la colère légitime de tous ceux qui ont voté, dont on a galvaudé les voix, dont on a méprisé les voix. Et il fallait regarder, nous faisons de la politique, pourquoi? Je vous l'ai dit au début, quand vous me parliez des babas, pour vous dire que la politique, ce n'est pas toujours pour prendre des postes. Même si l'exercice du pouvoir de l'État nous permet de transformer les choses. Mais la politique, c'est porter une cause. Nous portions une cause. De transformer ces pays. D'amener les Congolais à vivre dans un État digne. De les faire quitter cet État larvaire d'encenseurs des leaders du moment. De faire quitter les Katanga dans cette situation d'être une sorte de vache à lait, des paresseux, des gens qui viennent juste piller ces ressources sans même les transformer, qui les évacuent à Kasumbalesa en minorant leur valeur réelle et qui les exportent ou bien qui deal avec je ne sais quel Chinois, quel Russe ou quelle n'importe quelle entreprise. Mais on ne peut pas les faire à n'importe quel prix, pas au prix de laisser les Congolais se faire tuer. Nous avons le temps et nous savons que nous allons changer les choses et ça ne va pas tarder. Donc c'est une séquence qui a eu lieu. Et au cours de cette séquence, nous avons pu tous voir à la face du monde quel est le vrai visage de ceux qui aspirent à nous diriger et qui ne reculent ni devant la fraude, ni devant la tricherie pour s'imposer. Maître Hervé, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui nous écoutent à travers le monde. Vous continuez à contester les élections ou vous avez déjà accepté le résultat de ces élections? Écoutez, nous avons rendu public un communiqué. Dans ce communiqué, nous sommes très pragmatiques. Les élections n'ont pas eu lieu. Celles qui ont eu lieu sont un chaos électoral. Okay? Donc, on ne va pas changer juste... Maître, soyons logiques. On est très logiques. Soyons logiques, maître. C'est vous qui voulez nous amener dans une situation... On ne vous amène nulle part. Mais vous dites qu'il n'y a pas eu d'élections. On se comprenne. Vous dites qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'élections. Vous assistez à une prise d'otage. Ok? Vous avez les choix. Vous avez les moyens d'entrer, de trucider les preneurs d'otages, mais en courant les risques que les otages que vous voulez sauver puissent aussi en mourir. Ouais, les cas qui se passent aujourd'hui en Palestine avec les Hamas. Même Israël négocie avec les Hamas pour continuer à libérer les otages. Voyez-vous, ce n'est pas qu'il n'a pas la force militaire, il le démontre, il est en train de détruire les territoires à Gaza. Mais il négocie quand même par État interposé pour qu'on libère les otages. Est-ce que vous voulez dire qu'Israël qui veut détruire les Hamas, en négociant pour libérer les otages, Israël n'est pas logique? Nous avons affaire à des gens qui ont les moyens de l'État, qui ont décidé de passer outre la volonté populaire, qui déploient la soldatesque pour tuer nos populations les cas échéants. Comment nous allons dealer avec eux? Nous dealons avec eux comme on deal avec des preneurs d'otages. Nous avons affaire à des gens, voyez-vous, vous avez 1000 $ dans votre poche, ils vous arrachent votre portefeuille. Ils courent avec. Vous le poursuivez plutôt, en cours de route, il fait tomber 300 $. Vous faites quoi? Vous qui êtes si logique, vous laissez vos 300 $ pour continuer à les prendre les 700? Ou vous prenez d'abord? On sous-entend
que vous avez accepté le résultat de ces élections. Nous n'acceptons pas parce que... Non, alors ça veut dire que quand vous ramassez vos $300, vous avez accepté qu'il... Maître, non, non. restons dans la logique. Soyons dans cette logique. Il n'y a pas de problème. Soyons dans cette logique. Donc quand vous ramassez vos $300, vous cessez d'appeler la détention de vos $700 comme un vol. C'est un vol. Ça reste un vol. Nos candidats, parce que c'est de ça dont nous parlons, qui siègent, ce sont nos candidats. Les voix qu'ils détiennent, ce n'est pas les voix de M. Kadima. Ce n'est pas les voix de M. Tshisekedi. Mais au départ, vous dites qu'il n'y a pas eu élection. Mais écoutez, nous sommes très conséquents là-dessus. Expliquez-nous votre Nous logique. sommes très conséquents là-dessus. Jusqu'au 20, nos voix étaient connues. C'est après les 20 qu'ils ont bourré les urnes, à telle enseigne qu'ils ont minoré nos voix. Et comme dans leur boulimie, ils se rendent bien compte que ça devient très compliqué, même de justifier les résultats qu'ils ont. Ils ont laissé des rescapés. Ce sont les $300 qui tombent en chemin, chers amis. Ce sont nos voix, comme les $700 qui sont dans leur portefeuille, c'est aussi notre argent. Donc nous restons pragmatiques. Nous disons aux nôtres, vous n'avez pas démérité, vous êtes des rescapés. Pas plus que ceux qui n'ont pas pu être reconnus, parce que c'est les $700 qui est resté dans le portefeuille. Vous êtes toujours des nôtres. Allez siéger, parce que ce n'est pas une faveur qu'on vous donne. Laissez-moi continuer. Il n'y a pas de problème, je ne vous coupe pas. Je vous laisse continuer. Allez siéger, ce n'est pas une faveur qu'on vous accorde. Ce ne sont pas les voix de M. Kadima, ce ne sont pas les voix de M. Tshisekedi. C'est par respect pour la population qui vous a désigné. Pour changer une institution, ce n'est pas un problème de nombre, c'est un problème de conviction. Mais nous allons vous donner un mandat. Ce mandat est très clair. Vous allez faire une opposition de combat, une opposition républicaine, qui va surtout s'atteler à des questions liées à la lutte contre la corruption, à des questions liées aux défenses des intérêts sociaux les plus vulnérables, les policiers, les militaires, les enseignants, les fonctionnaires globalement. Allez-y, parce que vous m'avez posé même une question avant. Vous parliez des 13 parlementaires, mais ils étaient 13 sur combien? Vous ne le savez même plus. Sur 200, 300. Mais pourquoi on continue à parler des 13? Parce que, au regard de leurs convictions, ils ont ébranlé une législature d'un parti monolithique. Donc ce n'est pas une affaire de nombre. Les nôtres qui sont partis, s'ils restent conformes à la feuille de route que nous leur avons donnée, oh, l'histoire va parler d'eux dans pas très longtemps. Ou vous craignez des députés qui devraient claquer la porte puisque vous devriez leur interdire d'aller siéger? Ils ont consenti des efforts, ils ont mobilisé, ils ont dépensé de leur argent. Vous vous êtes dit, si on leur dit d'aller pas siéger, ils risquent de se rebeller. Et d'avoir ensemble. Vous savez, ça me fait rire. Chez Moïse Katoumi, combien de personnes sont déjà parties à claquer à la porte? Ça ne nous a pas empêché d'exister. Vous croyez vraiment que ça, c'est une crainte? Est-ce la première fois? Combien ont claqué sont rentrés? Ça ne nous a pas empêché d'exister. On a besoin du qualitatif, on a besoin des convictions. On n'a pas besoin des gens qui vont juste pour courir après les postes. Parce que nous sommes maintenant, en fait, dans une situation, si vous me permettez... Il n'y a pas de problème. Je vous fais deux métaphores. Nous, si on prend dans une métaphore de l'athlétisme, nous sommes sur un marathon. Nous ne sommes pas sur une course de fond rapidement. Là. Nous sommes sur un marathon. Et si je fais au niveau de jeu, je dirais, nous on joue aux échecs, pas aux dames. La différence entre les échecs et les dames, c'est que au jeu des dames, c'est celui qui accumule le plus de pions qui gagne. Qui gagne. Au jeu d'échecs, c'est celui qui atteint le roi. Échec qui l'emporte. Voilà. Et pour atteindre le roi, s'il y a des pions à sacrifier, on les sacrifie. Il faut savoir maintenant sur quelle séquence nous nous retrouvons. D'où notre sérénité. En quelque sorte, en envoyant vos députés siéger, vous reconnaissez la légitimité du pouvoir. Non. Parce que c'est comme me dire que lorsqu'on envoie des policiers négocier avec un preneur d'otages,
vous reconnaissez la légitimité de la prise d'otage. Non, nous regardons qu'est-ce qui est important à préserver. Israël combat les Hamas. Il cherche à les détruire. Mais il négocie pour libérer les otages. Aujourd'hui, nous avons affaire à des individus qui ont pris en otage par la tricherie l'État. Et qui nous ont mis dans une situation où, soit nous accumulons des souffrances sur les souffrances du peuple congolais, c'est-à-dire quoi, prendre des armes, créer des sécessions, créer des troubles, soit intégrer cette donne et agir aujourd'hui politiquement intelligemment, parce que dans l'histoire de ces pays, on a vu comment se sont effondrés les régimes totalitaires à cause de la détermination des leaders politiques qui ont un idéal et qui sont déterminés, dont un certain Étienne Tshisekedi d'ailleurs, hein, vous vous rappelez. Donc c'est juste pour vous dire, les leçons de l'histoire, c'est pas toujours pour les uns. Hein. Maître, quel genre d'action, puisque ça fait partie des conclusions de votre dernière rencontre dans l'enceinte ou dans l'enclos où nous nous retrouvons au siège du Ensemble pour la République, vous comptez mener quel genre de rencontre contre ces agents de la CENI que vous qualifierez d'être de mèche avec ceux qui ont détenu de machines à voter? D'abord, premièrement, je pense que lui-même, M. Kadima, avait mis à la disposition de la justice la liste des détenteurs du dispositif électronique de vote. Sauf que c'est resté sans suite. Nous, ce que nous avons décidé, nous allons notamment attaquer Mirosystem. Mirosystem parce qu'il est bénéficiaire par un appel d'offres et sur base d'un cahier des charges des fonds du peuple congolais. Ce n'est pas l'argent de M. Kadima, ce n'est pas l'argent de M. Tshisekedi, c'est notre argent à tous. Et il devrait nous produire notamment des produits de qualité, comme des cartes d'électeurs. Voyez-vous, nous avons eu d'autres soumissionnaires dans le temps, y compris les soumissionnaires qui nous ont délivré les anciennes cartes d'électeurs à fond orange. J'ai travaillé à la commission électorale indépendante, messieurs. À l'époque, le test pilote pour valider les dispositifs d'identification et d'enrôlement d'électeurs. Les sites où ce test pilote a eu lieu, c'était dans le Congo central, à Ngueba. C'est moi qui l'avais choisi. Parce qu'il fallait choisir un site qui correspond plus ou moins dans des conditions de milieux ruraux, où globalement s'opérerait l'entièreté ou la grande partie de l'identification et d'enrôlement des électeurs. Les cartes que nous avions produites depuis cette époque, que ce soit sous la CENI de l'abbé Malou, d'illustre mémoire, que ce soit sous la CENI de Ngoï Mulunda, que ce soit sous ses successeurs que je m'abstiens de citer pour des raisons que vous connaissez. Ces cartes sont restées jusqu'aujourd'hui. Et là, vous avez un Mirosystem qui n'a aucun antécédent en matière de production des cartes d'électeurs et qui est entré sur un marché qui vous produit d'abord des cartes en noir et blanc. La bande talibane est chargée d'entrer en action pour nous dire c'est moderne, etc., etc. Mais en fait, pour nous enfumer dans la nuit et les brouillards. Des cartes que nous produisions, l'encre était indélébile. Ici, les cartes, l'encre s'efface. La photo demeurait visible, reconnaissable, identifiable. Ici, on vous produit un fourre-tout ou alors, si vous n'avez pas une tête des zombies, vous avez une tête totalement non identifiable. Et avec l'argent du peuple congolais. Et vous croyez qu'on va juste laisser passer ça? Parce que Mirou peut avoir dealé avec des individus au détriment du peuple congolais. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Deuxièmement, nous poursuivons Mirosystem aussi. Parce que lorsqu'il vous produit des dispositifs électroniques de vote, mais pour raison de permettre à notre public de nous suivre, c'est des machines à voter. Hein, de machines à voter. Dans son cahier des charges, dans ce qu'on appelle en matière commerciale, dans sa brand identity, voyez-vous, je ne fais pas de la publicité, mais par exemple, comme vous avez un iPhone, vous savez que le code de verrouillage que vous mettez, même eux ne peuvent pas les déverrouiller. Si vous l'avez perdu,
et que vous n'entrez pas dans les Il est systèmes. sécurisé et personnalisé. Voilà, exactement, c'est sécurisé et personnalisé. Donc la brand identity de l'iPhone est liée à l'inviolabilité et à la sécurité. Si aujourd'hui le monde sait qu'on peut hacker ou accéder au verrou sécuritaire des iPhones, il perd de son identité et de sa crédibilité. Donc vous avez un Microsystem qui vous dit je vends un dispositif électronique qui est censé être inviolable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas y voter 2 fois parce que soi-disant vos empreintes seront reconnues. Qui est censé avoir un seuil. C'est-à-dire qu'au-delà du nombre d'électeurs prévus dans un bureau de vote, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà. Qui est censé être verrouillé dans le sens où si vous essayez de les réinitialiser, vous perdez les données. Or, nous avons pu avoir affaire à des machines dont les codes d'abord ont été donnés à des candidats. Nous avons pu avoir affaire à des machines sur lesquelles les mêmes individus ont pu voter autant de fois qu'ils le voulaient sans que les dispositifs de détection d'empreintes digitales n'aient fonctionné. Nous avons eu affaire à des machines qu'on a pu réinitialiser à souhait. Et vous avez vu les gens du camp de Tshisekedi s'enrouler comme un trophée des piles, des fiches des résultats. Et donc nous avons eu affaire à une passoire. Là, on nous avait dit que c'était un dispositif inviolable. Mais au prix de combien de millions de dollars du trésor congolais? Alors, maître. Donc, nous allons les poursuivre pour qu'ils rendent compte et qu'ils remboursent cet argent. Alors, quelles ont été les forces de ce processus électoral qui est en train de toucher à sa fin? Les forces. C'est un oxymore, vous faites de l'ironie. Écoutez, nous avons eu affaire à un braquage. Maître, vous allez nous dire qu'il n'y a pas eu... il n'y a pas eu de force. Je vais expliquer autrement. Et là, le politique à moi recule pour que les techniciens parlent. Un processus électoral, et ça, écoutez, permettez-moi de revenir sur quelque chose. Je vous ai parlé de Sun City. Vous savez pourquoi nous étions tous allés à Sun City? Ça me permet de faire une rétrospective sur la valeur de la Constitution, la valeur des élections et les hérésies qui se disent souvent sur nos textes constitutionnels. Nous partons à Sun City pour préparer un nouvel ordre politique permettant la conclusion d'un accord de paix. Notre pays est balkanisé de facto. La partie est du pays, globalement, les Grands Kivu dans sa globalité, est sous le contrôle du RCD Goma, d'obédience rwandaise. Une grande partie de l'ouest du pays, dont l'Ituri, etc., l'Équateur, est sous l'obédience du MLC et de ses alliés comme les RCD-KML d'obédience ougandaise, avec des fortes atrocités, notamment en Ituri. Okay? Et vous avez leur petite constellation, et vous avez les Maïmaï et tout, et une partie du Katanga occupée. Donc nous partons parce qu'il faut réunifier ces pays. Le premier principe, c'est important de le reconnaître, il est même en préambule de notre Constitution. Le premier principe que nous relevons, c'est que notre pays a connu tellement d'injustices, tellement de tragédies, au point qu'on en est arrivé à connaître des entités séparées à cause d'une seule chose. C'est que l'exercice du pouvoir, c'est toujours caractérisé par son accès par la violence, le contrôle des ressources de l'État et l'exercice du pouvoir par un groupe d'individus au détriment du plus grand nombre. C'est ça qui a révolté les gens au point de prendre les armes. Et que si nous voulons quitter cette sempiternelle querelle d'illégitimité, la légitimité ne peut venir que d'une seule manière. Les élections. Par voie des urnes. Mais pas n'importe quelles élections, parce que sous Mobutu aussi, il y avait des élections. Les élections qui doivent être libres, démocratiques, transparentes. Je reviendrai sur transparente parce que c'est ça qui m'amène à votre question. L'autre chose,
ça me permet de botter en touche la fameuse légende des prochains tripatouilleurs de la Constitution. Parce qu'on les attend aussi. Ça fait partie de la feuille de route de nos élus. C'est vous qui le dites. Alors, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'ils vous disent, la Constitution qu'on a, c'est une Constitution des belligérants. C'est faux. La Constitution des belligérants, c'était la constitution de la transition. Maître, on n'a pas tout le temps. Répondez à ma question. Il n'y a pas de problème, c'est très important. Ce qui se passe pour vous, les pays, si on vous comprend, ces processus il est important n'a pas de parce force. que je ne peux pas vous donner une réponse sur une situation d'aujourd'hui sans que vous ne connaissiez les cheminements qui nous poussent à décider dans ce sens. Parce que vous me dites, mais pourquoi vous entrez alors c'est que vous reconnaissez les élections? Mais vous devez savoir qu'est-ce qui est entré sur la balance. Quel a été le cheminement intellectuel? C'est important. Et par respect, y compris pour ceux qui nous suivent, c'est important que vous sachiez pourquoi nous décidons. Mais je vais évacuer ça très vite. Je vous ai parlé pourquoi vous devez savoir que cette constitution n'a jamais été contrôlée, puisqu'elle a été soumise au référendum. La constitution que nous avons aujourd'hui, celle qu'on s'apprête à tripatouiller, celle qui a les dispositifs inviolables. Donc maintenant, vous réalisez que les élections, quand nous parlons des élections, ce n'est pas juste l'effet d'aller déposer son bulletin dans l'urne ou appuyer dans sa machine à voter. C'est un acte de garantie de l'unité nationale, de la légitimité des institutions et de la prévention de la guerre. Nous venons de là. Et la solution, c'était ça. Donc, quand vous sabotez les élections, quand vous passez outre l'expression du peuple, vous remettez en cause les pactes des Sad City et vous donnez des arguments à des gens pour attaquer notre territoire. Maintenant, vous me dites ce qui a eu lieu là, pourquoi je les considère comme une caricature, une blague, une farce, mais surtout un hold-up électoral. Parce que qui dit élection dit la première chose, indépendance de ses animateurs. Les modalités de désignation des membres de la CENI se sont passées d'une manière totalement grotesque, à telle enseigne que l'opposition n'a aucune représentation. Ça, c'est un problème. On a débauché des individus dans les camps, on dit, bon, considérez-les comme de l'opposition. Les deux, le fichier électoral n'a jamais eu lieu. Le fichier électoral est très important. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le nombre d'électeurs. Pourquoi on ne les connaît pas? Même les machines permettant d'identifier les électeurs, on les a retrouvés dans les camps de la famille politique de Félix Tshisekedi. Et le respect de la loi. On vous dit les élections commencent de 6h à 17h. On vous comprend. Je vous suis. Maître, on va y aller rapidement, puisqu'on n'a plus assez de temps. Vous avez participé à ces élections. Si on vous posait aujourd'hui la question, où est-ce que Ensemble a failli? Je pense que les réflexions que nous entamons visent justement à analyser où seraient nos failles. Et lorsque ces réflexions seront entamées, je crois en prélude de la convention qui sera organisée, nous vous le dirons. Mais aujourd'hui, en tout état de cause, ce sont nos voix qu'on a volées par une machine. Donc vous n'avez pas des preuves. Nous avons toutes les preuves, nous vous les avons données. La preuve, allait présenter ses preuves à la justice. Mais pourquoi vous avez refusé d'aller à la cour? C'est de la vaste blague. C'est de la vaste blague. Écoutez, nous ne voulons pas aller donner une sorte de vous venez de me dire qu'on ne règle pas, en homme de temps, on ne règle pas les choses dans la rue, on le règle dans des institutions bien reconnues. Mais vous ne voulez pas régler ça. J'ai bien apprécié, vous venez d'ajouter bien reconnu. Bien reconnu dans les termes d'institution, ça veut dire que ces hommes, c'est des institutions qui jouent le rôle républicain, qui ne sont pas les annexes des partis politiques, dont les animateurs ne sont pas là au service d'une cause politique au lieu d'être dans une cause d'État. Là, les institutions... Quand on valide la candidature de Katumbi, ça va, mais quand c'est en votre défaveur, ça ne va pas, c'est... à la combine ou à la merci la candidature de Katumbi, c'est une faveur peut-être? Ce n'est pas une faveur. Mais alors, en quoi mais ça pourquoi pose vous applaudissez? Non, mais attendez, c'est notre candidat.
Il dépose sa candidature. Apparemment, vous vous attendiez au contraire. Non, pas du tout. Puisque vous aviez déjà des préjugés. Vous venez d'insinuer que quand on valide la candidature de Katumbi, ça marche. Pourquoi ça ne devrait pas aller? Non, je vous pose la question. Revenons sur ce malheureusement, c'est moi qui pose la question. Écoutez, moi, je ne suis pas là simplement pour répondre de manière moutonnière. Il n'y a pas de problème. Je précise ma pensée. Pourquoi ça ne devrait pas aller? Vous applaudissez. Mais quand c'est en votre défaveur, ça devient injuste. Qu'est-ce qui est en notre défaveur? Quand on dit que vous n'avez pas gagné les élections, ça devient injuste. Ok, très bien. Donc, les vidéos qui ont circulé pour vous, c'est juste. Le fait de voir une institution faire circuler des dispositifs électroniques de vote entre les candidats d'une même famille, vous trouvez ça totalement normal. Donc, quand certains observateurs disent que ces irrégularités n'ont même pas atteint 2%. Monsieur, je ne vous parle pas de certains observateurs, nous parlons en citoyens congolais. Pour vous, ces irrégularités représentent combien de pourcents? Vous avez fait l'université. Vous avez fait l'université. On sait tous quelle est cette galère d'étudier au Congo, de préparer les sessions. Et donc, pour vous, un prof qui vient en salle de classe, qui donne les copies, même pas les copies de l'examen, les résultats de l'examen, à un groupe d'étudiants dans votre promotion, vous trouvez ça juste? Sérieusement, vous trouverez ça juste? Vous êtes parti étudier, vous vous êtes préparé, vous avez mené votre campagne, vous êtes parti convaincre l'opinion, des paresseux, des gens qui n'ont aucune légitimité, qui vont récupérer des machines pour s'auto-voter. Vous dites, ouais, mais allez à la justice. Et d'ailleurs, quelle est la justice? Les mêmes profs qui a donné les résultats à vos collègues. Alors arrêtez la blague. C'est des choses beaucoup plus sérieuses, c'est la vie d'une nation. Je vous ai donné les cheminements, d'où nous venons pour parler élection. Nous venons d'une balkanisation. C'est le fruit d'un accord de paix. C'est un référendum. Le problème, c'est que derrière tout ça, ce n'est pas juste la farce du 20 décembre jusqu'au 26. C'est ce qui a été détruit. C'est d'abord la sacralité de l'État. Comment pouvez-vous vous sentir représenté par un honorable tricheur ou par une excellence fraudeur? Comment vous vous sentez? Vous savez tous que ce type avait une machine à voter dans sa maison, même s'il n'a pas été cité. Donc c'est un tricheur. Comment vous regardiez dans la promo, quelqu'un qui a pris, on appelait des battes, je ne sais pas moi, des fuites, et puis qui vous invite à la fête de la collation, dit voilà, c'est lui le major de la promo, major tricheur. Vous vous sentez comment autour de lui? Est-ce que vous êtes même fier de le présenter parmi vos amis? C'est mon collègue de promo, major tricheur. Bon, soyons sérieux. D'accord, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Il ne nous reste que 5 bonnes minutes. Maître, en 2 minutes, on va parler de cette question qui nous touche de près, puisque vous êtes congolais. L'insécurité qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo, pour vous, quelle serait la solution adaptée à cette crise que vit surtout la province du Nord Kivu? En premier lieu, je manifeste ma solidarité envers mes compatriotes qui vivent vraiment des situations inadmissibles. Et je crois que mon parti, le président Katumbi, a toujours eu, à titre et individuel et aussi en tant que président d'ensemble, à être des cœurs et non seulement à traduire en paroles, mais en actes, tous les actes de solidarité qu'il a vis-à-vis de nos compatriotes. Nous subissons là une très grande humiliation. Je vous ai dit, dans mon parcours d'acteur de la société civile, j'ai eu à collaborer avec Feu Sindika Dukolo. Et j'ai retenu de lui une leçon importante, extrêmement importante. Vous ne pouvez pas être plus fort à l'extérieur que vous ne l'êtes à l'intérieur. Et les géants qu'est le Congo, qu'ils soient humiliés par le Rwanda ou l'Ouganda qu'on ne cite pas, c'est assez curieux parce que Bunagana n'a aucune continuité territoriale avec le Rwanda. Il a une continuité territoriale avec l'Ouganda. Et je me demande même pourquoi notre pouvoir ne cite pas cette complicité aussi. C'est assez curieux. Mais bon, là, ce n'est pas tellement ça l'enjeu. Je veux dire que globalement, l'extérieur ne profite que d'une chose, de notre faiblesse interne. La réalité est celle-là. Elle a toujours été celle-là. Quand les individus préfèrent leur poste à l'intérêt général, préfèrent leur positionnement et leur lecture personnelle et la manipulation de l'opinion par rapport à l'intérêt national, c'est ça. C'est même biblique. Hein. On dit toujours que
un royaume divisé contre lui-même, il ne peut pas tenir vis-à-vis de l'extérieur. Nous devons apprendre à nous regarder en face, en compatriotes, à voir les mal que nous nous sommes faits les uns les autres et à décider de regarder ensemble face à l'ennemi commun. Donc on peut être favorable à un dialogue d'abord entre Congolais avant de penser à aller combattre l'ennemi. Même dans nos familles bantoues, africaines, etc., dans nos villages, lorsque les épidémies entraient dans la famille, lorsqu'il y avait des morts successives qu'on ne comprenait pas. Il y a toujours cet arbre à palabres. Lorsqu'il y avait des malheurs, lorsque les gens commençaient à perdre des emplois, lorsqu'il y avait des fausses couches dans les mariages où les enfants ne se mariaient pas, on réunit d'abord la famille. On se regarde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Est-ce qu'à la dot de telle nièce, telle personne n'avait pas pris les sacs de bunga qu'il lui fallait? Est-ce que la veste qu'on avait donnée n'était pas? Est-ce que telle n'a pas été associée? Pourquoi on se parle? Vous ne pouvez pas être plus fort à l'extérieur que vous ne l'êtes à l'intérieur. Ça, c'est une réalité. Elle est spirituelle. Maître, vous aviez envie de dire quelque chose que vous avez semblé oublier? Écoutez, le combat continue. Nous sommes entrés dans une autre séquence. Ensemble pour la République et son président Moïse Katumbi n'abandonnera jamais le peuple congolais. Jamais. Et nous sommes conscients des voix et des espoirs qui ont été portés sur nous. Nous sommes conscients de la violence que ces hold-up électoraux vous a causé. Nous ne vous avons pas abandonné. Bien au contraire, nous sommes à vos côtés et vos voix vont compter. On ne vous lâche pas et on ne lâche rien. Maître Hervé Diakessé, porte-parole de Ensemble pour la République, nous vous disons un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Allez, chers téléspectateurs et auditeurs de Dynamique Radio et Télévision, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. On va se retrouver le week-end prochain avec une nouvelle thématique ou de nouvelles thématiques et un autre invité. D'ici jusqu'au prochain rendez-vous, portez-vous bien. Très bien.